Il y a plusieurs jours, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, avait souhaité que l'ensemble des organisations syndicales soient main dans la main à l'occasion du 1er mai. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, lui avait alors répondu par la négative, mais pourtant, mardi 1er mai, c'est bel et bien des syndicats en ordre dispersé qui ont défilé avant d'être bousculés par des manifestants d'extrême gauche. On va parler avec Dominique Andolfato de l'avenir de ces syndicats. Bonjour Dominique Andolfato. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors avec autant de manifestations depuis un mois et demi, 2 mois, que ce soit chez Air France, à la SNCF, les facs, les hôpitaux, comment se fait-il que ces organisations soient dans la désunion syndicale ? Alors déjà, peut-être qu'il ne faut pas exagérer toutes ces manifestations. On pourra peut-être y revenir. C'est sûr, il y en a un certain nombre, mais le pays est loin d'être constellé de manifestations. En fait, elles sont quand même assez circonscrites à certains milieux et elles sont quand même relativement minoritaires. Ça, c'est une première chose. On y reviendra peut-être. Et la deuxième chose, c'est que le syndicalisme français, en fait, il est fracturé de longue date. On a en gros deux grandes tendances. On a un syndicalisme qui aujourd'hui est celui de la CGT, dans lequel se reconnaît également une partie de Force ouvrière et également, par exemple, les syndicats Sud. C'est un syndicalisme contestataire, un syndicalisme qui est plutôt, même s'il signe des accords des entreprises, est quand même plutôt anti-système, anti-économie de marché, qui appelle à la convergence des luttes, mais on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il veut renverser l'économie de marché, s'il y a toujours ce projet de révolution derrière. Ça, on pourra en débattre aussi. Donc, on a un syndicalisme qui est comme cela et qui s'oppose donc à une autre forme de syndicalisme Oui. qui est un syndicalisme qui est plus dans la négociation, qui cherche pas à renverser le système, qui cherche simplement ou plus simplement à apporter des réponses à des revendications, des réponses pragmatiques, examiner chaque situation, les prendre l'une après l'autre, regarder par exemple, je sais pas, quel est le malaise des salariés des EHPAD, quel est le malaise à Air France, et leur apporter des solutions ponctuelles sans vouloir tout chambouler et qui du coup n'estime pas que soit nécessaire dans ces conditions une convergence des luttes. Ça lui échappe ce concept-là. Voilà deux syndicalismes, un contestataire et même quasiment révolutionnaire, de rupture on pourrait dire, et l'autre qui est plus dans la réforme, dans l'amélioration ponctuelle des situations. Et ces deux syndicalismes, et c'est pas nouveau, ont toujours eu beaucoup de mal à travailler, à discuter ensemble et a fortiori à travailler ensemble. Oui, et néanmoins, Dominique Andolfado, on compte à peine 8% de salariés syndiqués en France. Ils sont 18% en Allemagne et 79,3% en Islande, qui a la palme d'or du taux de syndicalisme. Mais alors finalement, qu'est-ce qui bloque Quel est votre diagnostic sur l'état de ce syndicalisme français et quelles sont pour vous les raisons fondamentales de sa relative faiblesse? On le rappelle, donc 8% de salariés syndiqués en France. Voilà. Alors en fait, c'est difficile de comparaison n'est pas raison, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en fait, en France, les adhérents, c'est simplement des gens qui s'engagent et qui finalement n'ont rien en échange. Il n'y a pas d'obligation à adhérer en France. Et généralement, vous n'avez rien en échange. Donc c'est souvent des adhérents qui sont plutôt politisés, plutôt dans l'idéologie, ou en tous les cas dans le combat d'idées, etc. Et qui n'attendent finalement, il n'y a pas grand-chose en échange. Dans d'autres pays où le taux de syndication est très important, par exemple, vous avez cité des pays scandinaves, ou encore l'Allemagne, mais surtout les pays scandinaves, ou la Belgique, plus près de chez nous, Tout à fait. souvent l'adhésion est quasi obligatoire parce que, par exemple, si vous voulez toucher une allocation chômage, si vous perdez votre emploi, eh bien, il faut que vous soyez syndiqué parce que c'est le syndicat qui gère l'assurance chômage. Vous pouvez toujours éviter d'être syndiqué, mais en cas de chômage, ce sera toujours plus difficile pour vous et plus long d'obtenir l'allocation chômage. Donc beaucoup de gens se prémunissent contre certains risques de la vie, en quelque sorte, en se syndiquant. Et puis également, le syndicat vous apporte également parfois des services, vous permet de partir dans des centres de vacances, etc. Donc dans beaucoup de pays,
enfin beaucoup dans un certain nombre de pays, notamment au nord de l'Europe, partiellement en Allemagne, en Belgique aussi, en Italie aussi partiellement, le syndicat vous apporte des services et parfois l'adhésion est contrainte. En France, c'est pas le cas. Donc ça explique qu'il y a aucune raison valable en quelque sorte, raison, sauf si vous avez une motivation idéologique, sauf si vraiment vous avez un contentieux peut-être avec votre employeur. Mis à part ces cas un peu particuliers, il n'y a pas de raison vraiment à ce que vous vous adhériez. Donc ça explique que les taux de syndicalisation soient très différents d'un pays à l'autre. Bon, j'ajoute en France que en fait, on connaît mal quel est exactement le taux de syndicalisation parce que tous les gens qui se penchent sur la question, certains disent 7%, d'autres 8%. Le ministère du Travail, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, dit plutôt 11-12%. Hein, ils ont refait des calculs, etc. Pourtant, ils disent qu'il n'y a pas d'augmentation parce qu'auparavant, ils disaient 7 ou 8%. Aujourd'hui, ils disent plutôt 11 ou 12. Mais ils ont changé leur méthode de calcul, ils ont changé le thermomètre. Et donc, officiellement, aujourd'hui, on serait plutôt à 11 ou 12%. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Mais alors, justement, Dominique Andolfado, découlant de ces fameux 8%, peut-on se poser la question de savoir si les syndicats sont représentatifs, alors d'une part de la France et, dans un second temps, des diverses couches sociales qui entourent notre société française? Alors, bon, représentatif. Alors, comme vous l'avez dit, donc taux de syndication qui est autour de 10%, donc il n'y a qu'une minorité de salariés qui adhèrent à un syndicat. Donc, on peut considérer que c'est pas beaucoup. Donc, on pourrait considérer que finalement, ils sont pas très représentatifs puisqu'il y a qu'un salarié sur 10, en gros, qui adhère à un syndicat. Et même si on se centre uniquement, par exemple, sur les salariés du privé, il y en a même en gros que 5%, voire un petit peu moins, donc 1 sur 20. Donc, à travers le taux de syndicalisation, effectivement, on peut dire que les syndicats français, finalement, sont pas très représentatifs. Maintenant, il y a un autre indicateur pour mesurer pour mesurer en quelque sorte la représentativité du syndicat. C'est ce qu'on appelle justement la représentativité syndicale. C'est le Code du travail a codifié tout cela assez précisément. Et aujourd'hui, cette représentativité, elle se mesure à travers ce qu'on appelle les élections professionnelles, ces élections qui désignent dans les entreprises ou dans la fonction publique un certain nombre d'institutions représentatives du personnel, comme par exemple le comité d'entreprise, délégué du personnel, etc. Et à ces élections, les salariés français, les candidatures sont principalement syndicales à ces élections, presque exclusivement syndicales, et les salariés français participent quand même, on peut pas dire, j'allais dire massivement, le terme était un petit peu trop fort, mais il y a pratiquement 60% des salariés qui participent à ces élections lorsqu'elles ont lieu dans l'entreprise. Donc, on peut considérer que 60%, bon, c'est quand même déjà plus que 10% de taux de syndicalisation, donc c'est quand même pas mal, c'est un peu plus d'un salarié sur deux. Donc, sous cet aspect-là, on peut considérer que les syndicats français sont représentatifs, même si on peut quand même regretter qu'environ 40%, voire parfois dans certaines entreprises un petit peu plus, s'abstiennent. Donc, on va dire le verre est à moitié plein, il est à moitié vide. Bon, on pourrait en discuter éternellement. Donc, ils sont quand même plutôt représentatifs, on va dire. Oui, et quand vous voyez justement ces fameuses manifestations des cheminots à la SNCF qui bloquent, qui paralysent complètement la boîte, hein, ou encore chez Air France, où eh bien, les pilotes demandent des augmentations de salaire, est-ce que vous vous dites que un dialogue social, comme il en existe dans des tas d'autres pays européens, donc voisins, un dialogue social est-il viable en France? Alors, en France, en fait, viable, je ne sais pas, mais en France, en fait, on ne sait pas vraiment dialoguer. Les syndicats français, pour la grande majorité, en tous les cas, principalement les syndicats contestataires, ne savent pas dialoguer. Dès qu'il y a un problème, c'est avant tout, en quelque sorte, l'appel à la grève. On ne sait pas, en fait, en France, régler les problèmes, si je peux dire, à froid. Il faut, avant tout, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a une réforme quelque part, dans beaucoup d'entreprises où les syndicats restent assez bien implantés, plutôt des entreprises qu'on pourrait appeler semi-publiques, type SNCF, type Air France, comme vous l'avez évoqué, ou sans doute également Orange, enfin des entreprises qui étaient autrefois nationalisées, les syndicats restent assez bien implantés. Et dès lors que quiconque veut changer quelque chose au statut des entreprises ou les faire évoluer, la riposte des syndicats, c'est une grève plus ou moins longue. Et éventuellement, on va dialoguer dans un deuxième temps. Donc, on commence toujours par une Ouais. grève. Donc, c'est un peu la grève est un peu inscrite dans les gènes de certains syndicats. On ne sait pas négocier. Alors que dans d'autres pays, effectivement, il n'est pas possible de déclencher comme ça des grèves brutalement. Il y a toujours une obligation. Par exemple, en Allemagne, une grève, vous ne pourrez la déclarer d'une part que si vous consultez les salariés. Donc, il faudra faire un référendum auprès des salariés, une consultation électorale, même si parfois il y a des exceptions. Hein. C'est pas toujours la règle, mais la règle, c'est de consulter des salariés. Et d'autre part, cette grève ne sera légale que si la négociation ou le dialogue ont échoué. Et la grève ne sera légale par-dessus
par-dessus le marché que sur les points sur lesquels le dialogue a échoué. En France, c'est pas du tout le cas. Je sais pas, c'est peut-être un héritage de la Révolution ou de rapports politiques qui sont les Français sont plutôt des, je sais pas comment dire, des citoyens qui sont un peu chauds, etc. Et Oui. donc on commence par du conflit et on voit comment ça évolue et ensuite éventuellement on passe à la table des négociations. Ouais, c'est On ne sait peut-être. pas faire autrement. Cela dit, quand même, dans beaucoup d'entreprises du privé, ça ne se passe pas comme ça. On négocie, on discute, et les grèves, quand même, le niveau de conflictualité sociale en France n'a jamais, en tous les cas, dans le secteur privé. Une fois qu'on a retiré les entreprises comme la SNCF ou comme Air France ou les entreprises un peu du même type, le niveau de grève est quand même très très faible en France. Oui, parce que finalement, il ne faut pas oublier que cela fait maintenant 2 ans que le premier syndicat national est la CFDT et non plus la CGT, la CFDT qui se veut un syndicalisme de transformation sociale et un syndicalisme plus progressif. Voilà. Donc depuis quelques années maintenant, en fait, ça a été révélé l'année passée lorsqu'on a fait, on agrège tous les résultats des élections qui adviennent dans les entreprises. J'y faisais allusion tout à l'heure. Je vous disais qu'on peut mesurer la représentativité du syndicat. Bon, il y a le taux de syndicalisation, mais il y a aussi des élections qui adviennent dans les entreprises, qu'on appelle les élections professionnelles. Et donc, le ministère du Travail, tous les 4 ans, agrège les résultats de toutes les élections dans les entreprises et procède finalement à une espèce de classement des syndicats. Et c'est vrai que le dernier classement qui a été publié en 2017, l'année passée, et sur la base des résultats qui sont intervenus depuis 2013, de 2013 à 2016, pendant 4 ans, eh bien, c'est vrai que pour la première fois, c'était historique, ça a peut-être un petit peu échappé à beaucoup. C'est donc la CFDT qui maintenant est le premier syndicat français, et donc c'est vrai que c'est un syndicat, alors qui a eu son heure de radicalité dans les années 60-70, mais qui, depuis les années 80-90, c'est un syndicat qui met plutôt en avant la négociation, le dialogue social, et qui cherche en général à éviter de recourir à des grèves. Bon, c'est pas systématique parce que par exemple, ils sont quand même dans le conflit des cheminots. La CFDT appelle aussi à la grève chez les cheminots, mais globalement, et notamment dans le privé, donc elle est plutôt c'est plutôt un syndicaliste de négociation, de réforme. Et donc c'est donc depuis l'année passée et en fait depuis 2013, puisqu'on a compilé les résultats depuis 2013, c'est le premier syndicat français. Bon, la CGT est deuxième quand même, à quelques points derrière. Mais c'est donc effectivement plutôt un. Donc, est-ce que ça. Il faudra voir comment les choses vont évoluer par la suite. Est-ce que cette évolution va se poursuivre et est-ce que ça voudrait dire qu'à terme, la France va se convertir à un climat social peut-être plus apaisé bon, ça, seul l'avenir le dira. Mais en fait, il semble plutôt qu'on s'oriente dans cette voie-là. C'est d'ailleurs pourquoi je disais tout à l'heure au début de notre entretien qu'il ne faut pas non plus exagérer toutes ces manifestations, toutes ces grèves, parce qu'en fait, elles sont quand même très ciblées. Elles concernent quelques secteurs particuliers, quelques universités, les cheminots, Air France, quelques secteurs de la fonction publique, mais globalement, l'essentiel du salariat n'est pas concerné par ces grèves. Et j'ajouterais même, il y a des enquêtes d'opinion qui nous montrent que l'essentiel du salariat est même plutôt hostile à ces conflits qu'ils ont du mal d'ailleurs à saisir. Merci beaucoup Dominique Andolfato d'avoir répondu à nos questions et si vous voulez justement en savoir plus, je vous invite à lire eh bien, justement le rapport que vous avez rédigé pour le think tank dont vous faites partie, un Fondapol, Fondation pour l'innovation politique, publié le 13 avril dernier sur justement le poids réel des syndicats et à l'intérieur de ce rapport, vous analysez notamment la participation électorale donc pour les salariés lors d'élections professionnels des syndicats. Merci beaucoup Dominique Andolfato, je rappelle que vous êtes également professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Merci.